Mai 1942. Après son triomphe à Pearl Harbor, l'amiral japonais Yamamoto prépare sa prochaine offensive. Pendant ce temps, les services de renseignement américains travaillent 24 heures sur 24 pour découvrir où et quand vont frapper les Japonais. Les décrypteurs vont jouer un rôle clé dans la bataille navale qui s'annonce et qui marqua sans aucun doute le tournant de la guerre du Pacifique. Pearl Harbor, 1942. Alors que les ruines des navires de combat fument encore et que l'Amérique en deuil compte ses morts, la flotte du Pacifique, gravement affaiblie, redoute le prochain assaut de l'ennemi. À l'intérieur de ce bâtiment top secret, baptisé Station Hippo, s'active une formidable équipe de décrypteurs. Ils tentent de déchiffrer les messages codés de la marine japonaise. Les Américains savent que l'amiral Yamamoto est quelque part dans l'océan Pacifique, prêt à frapper une nouvelle fois. Mais où et quand? Yamamoto est l'incarnation même des qualités légendaires du samouraï. Loyauté, sens de l'honneur, courage. C'est un héros militaire, le plus vénéré de Japon, et un fin stratège. Il sait que le Japon doit frapper vite et fort avant que l'Amérique ait le temps de se ressaisir et de mobiliser son énorme puissance. Jeune officier de marine, il a été envoyé à l'université de Harvard pour y faire ses études. Il connaît donc bien les États-Unis. Il a d'ailleurs été l'adjoint de l'attaché militaire japonais en poste à Washington. Et il est aujourd'hui à la tête de la gigantesque armada impériale. Face à lui, la flotte américaine du Pacifique, décimée, ne dispose plus que de 4 porte-avions et de quelques croiseurs. Et son commandant, l'amiral Chester Nimitz, est persuadé que l'ennemi attaquera à nouveau par surprise, et vite. À Washington, les services de renseignement de la marine partagent son inquiétude et traquent le moindre indice. C'est JN-25, le langage secret utilisé par la marine japonaise, qui détient les clés du plan de Yamamoto. Mais hélas, JN-25 semble impossible à déchiffrer. Pourtant, l'amiral Nimitz, lui, commence à obtenir quelques réponses, mais pas du quartier général de Washington. C'est ici que se cache le centre d'écoute radio de la station Hippo, dans ce sous-sol surchauffé de Pearl Harbor. La station Hippo est dirigée par cet homme, le capitaine de corvette Joseph Rochefort, âge 36 ans. Né à Dayton, dans l'Ohio, il a quitté l'Université de Californie pour s'engager dans la marine et s'est très vite intéressé aux chiffres et au langage codé. Il a suivi une formation au décryptage à Washington et a été ensuite affecté au service de renseignement de la marine, lequel l'a expédié à Tokyo pour y apprendre le japonais, ce qu'il a fait avec succès. Hawaï, 1941. À l'approche de la guerre, Rochefort est nommé commandant de la station Hippo. Il constitue alors autour de lui une solide équipe d'hommes et de femmes intelligents, intuitifs, disciplinés et enthousiastes. Parmi eux, Joe Finnegan, un traducteur qui possède le tempérament d'un détective. Alva Laswell, un marine toujours tiré à 4 épingles. Tom Dyer, un brillant analyste qui travaille en perpétuel état d'urgence. Tous n'ont qu'un objectif, casser le code de Yamamoto
avant que celui-ci ne frappe une seconde fois. Joe Rochefort fait travailler son équipe nuit et jour. Pour lui, un officier des renseignements n'a qu'un seul travail, une seule mission, dire à son commandant aujourd'hui ce que l'ennemi fera demain. Et ils emploient une toute nouvelle technique. Des machines IBM utilisant des cartes perforées trient les fragments d'informations contenus dans les messages radio japonais. Des millions de cartes sont ainsi récoltées, puis analysées. Un véritable traitement de l'information, presque déjà de l'informatique. Les Japonais sont convaincus que les Américains ne sont pas parvenus à briser leur code. Ils ont tort. Car à Hawaï, Rochefort et ses collaborateurs progressent. Ils ont déjà réussi à interpréter certains éléments des émissions radio japonaises. Des signaux radio interceptés le 7 mai 1942 révèlent, après décodage, que les Japonais sont en train d'effectuer des manœuvres militaires. Les Américains savent que ce genre d'exercice précède invariablement une offensive de grande envergure. Les preuves arrivent, bribe par bribe. Petit à petit, les choses prennent forme. On sait maintenant que l'ennemi prépare une action importante, mais où ? Mai 1942. L'amiral Yamamoto inonde les ondes hertziennes d'un flot de messages à ses navires. La station Hippo réussit à déchiffrer de ci, de là des expressions. Activé, opération en cours prévue, ravitaillement en mer. Les décrypteurs parviennent même à reconstituer des syntaxes. Elles suffisent pour convaincre Rochefort que Yamamoto a décidé de passer à l'offensive. Seul le lieu et la date manquent. Yamamoto est passé maître dans l'art de la surprise. Son plan, attirer ce qui reste de la flotte américaine dans une bataille acharnée et noyer les bateaux et les avions de Nimitz sous un déluge de feu. Pour mettre en œuvre ce plan, Yamamoto a rassemblé une escadre impressionnante, avec entre autres 11 croiseurs et 4 porte-avions. En comparaison, la flotte américaine sera dangereusement inférieure en nombre. Les hommes de Rochefort ont remarqué que le code japonais désignait les lieux par des lettres. Voici une page originale du livre de code de la marine impériale. Or, les messages radio récemment interceptés font tous référence aux lettres AF, sûrement le nom de code de la prochaine cible de Yamamoto. Mais le temps presse. Où est ce mystérieux AF? Rochefort a le sentiment qu'il s'agit de Midway, une île minuscule au milieu du Pacifique. Mais Washington est sceptique. AF pourrait tout aussi bien désigner l'Australie, le canal de Panama ou même Pearl Harbor, à nouveau. Impuissant et atterré, Nimitz ne peut qu'essayer d'y voir clair dans cette véritable guerre des services qui se noue entre Washington et Honolulu. Il reçoit des rapports contradictoires et presse Rochefort d'étayer ses intuitions par des faits. C'est alors que la station Hippo a une idée lumineuse pour établir la signification de AF. Ils envoient un message radio en clair, autrement dit non codé, faisant état d'une grave pénurie d'eau sur l'île de Midway. Les Japonais mordent à l'hameçon et les services de renseignement nippons ne tardent pas à annoncer que AF manque d'eau potable. La preuve est faite, AF est bien Midway. Convaincu désormais que c'est Rochefort qui a raison, l'amiral Nimitz met toute sa confiance dans les hommes de la station Hippo.
Ceux-ci s'affairent à présent à découvrir la date de l'attaque. Et au terme d'un effort surhumain, ils sont en mesure d'avertir Nimitz que l'attaque aura lieu le 4 juin. Celui-ci met alors au point une brillante stratégie, entièrement basée sur l'effet de surprise. Il n'a plus que 3 porte-avions à sa disposition, mais il les déploie habilement autour de Midway, hors de portée des avions de reconnaissance japonais. Le 4 juin à l'aube, pratiquement à l'heure qu'avait prévu Rochefort, la force de frappe de Yamamoto atteint Midway. Mais les Américains sont prêts et l'accueillent par surprise. Lors de la première vague d'assaut, les avions torpilleurs américains volent au ras de l'eau pour plus d'efficacité. Mais ce sont des proies faciles pour les tirs des chasseurs ennemis. L'attaque est un échec. Mais les vagues de bombardiers américains qui suivent échappent à la chasse japonaise et parviennent à toucher de plein fouet les porte-avions nippons. À Hawaï, les décrypteurs interceptent les messages radio japonais et peuvent ainsi suivre la bataille qui fait rage. Les bombardiers attaquent le porte-avions Akagi. Akagi est touché et prend feu. L'amiral Nagumo transfère son commandement et abandonne le navire. Le porte-avions Kaga est touché de plein fouet, en feu. Le capitaine du porte-avions Hiryu rapporte que le bâtiment est touché, en feu. Le porte-avions Kaga explose et coule. Le porte-avions Soryo coule. Devant ce désastre, Yamamoto doit renoncer à débarquer sur Midway. Au total, la marine japonaise a perdu 4 porte-avions et 300 avions de combat. 3500 hommes ont été tués, dont 100 pilotes de chasse. Pour les Américains, c'est une victoire éclatante, un triomphe des services de renseignement. Après Midway, les Japonais ne cesseront plus de se battre en recul. L'amiral Nimitz recommande Joe Rochefort pour une médaille. Mais Washington refuse. Rochefort, qui n'a pas sa langue dans sa poche, s'est fait de puissants ennemis au sein de la hiérarchie militaire. Et en guise de récompense pour sa contribution à la victoire de Midway, Rochefort se retrouve l'heureux commandant d'un dock flottant. Et pourtant, il croisera à nouveau la route de Yamamoto. Et cette fois, le jadis invincible samouraï des mers perdra plus qu'une bataille. Printemps 1943. La victoire de Midway a donné le temps à l'Amérique de se ressaisir et de se réarmer. Les États-Unis peuvent maintenant passer à l'offensive. Les troupes et le matériel débarquent en masse sur le théâtre des opérations. Au prix d'une sanglante bataille, les marines américains reprennent l'île stratégique de Guadalcanal. Les plus grandes bases militaires japonaises sont maintenant à portée des bombardiers américains. Yamamoto sait qu'il doit reconquérir Guadalcanal. Alors, pour ranimer l'ardeur de ses troupes, il envisage un voyage du côté de l'île de Bougainville, un bon point de départ pour cette reconquête. Mais les Américains sont informés en détail de l'itinéraire qu'il doit emprunter grâce à un message radio codé en JN25, qui n'a désormais plus de secret pour eux.
C'est un ancien de l'équipe de la station Hippo, Alva Laswell, surnommé Rouge, qui a intercepté et décodé le message. Yamamoto doit visiter les bases aériennes japonaises des îles Salomon. Il partira de Rabaul et terminera sa visite à Bouin, sur la côte sud de l'île de Bougainville. On connaît même l'heure exacte de son arrivée. Et Laswell brandit le message décodé en criant « Ça y est, on a touché le jackpot ». Pour Nimitz, c'est l'occasion inespérée de porter un coup mortel à la marine japonaise. Il fait envoyer un message urgent à Washington demandant la permission d'éliminer Yamamoto. Mais l'état-major hésite. Est-ce moralement défendable? Et surtout, ne risque-t-on pas de se trahir? Si jamais Yamamoto tombe dans une embuscade, le Japon va comprendre que son code a été cassé. Mais c'est un risque qu'il faut prendre. Et finalement, le président Roosevelt donne son feu vert. On choisit pour cette mission des P-38 Lightnings de l'aéronavale. Ils seront équipés de réservoirs spéciaux pour un vol sans escale. Jamais dans l'histoire de l'aviation, on n'a tenté une interception aussi loin d'une base. D'après les services de renseignement, Yamamoto est d'une ponctualité presque obsessionnelle. L'escadrille américaine doit intercepter le convoi aéroporté de l'amiral en un point extrêmement précis. C'est le commandant John Mitchell, un as du pilotage doté d'un véritable sixième sens du danger qui conduira l'attaque. Ces 18 chasseurs P-38 voleront à une trentaine de mètres seulement au-dessus de l'océan pour échapper au radar japonais. Ils feront un détour pour ne pas révéler leur destination et le silence radio devra être total d'un bout à l'autre. Pour naviguer tout au long de 640 km, Mitchell ne disposera que d'un compas et de sa montre bracelet. 18 avril 1943, dimanche de Pâques. L'escadrille s'envole de Guadalcanal. À Rabaul, tenu par les Japonais, le pilote de chasse Yozo Fujita regarde l'amiral Yamamoto et a soudain un pressentiment. Je ne sais pas si cela existe dans votre langue, mais en japonais, nous avons une expression qui dit « son ombre est devenue pâle ». Et c'est ce que j'ai ressenti. Une ombre pâle est synonyme de présage de mort. Mitchell a divisé son escadrille en deux groupes. Un premier groupe de 14 P-38 se chargera des chasseurs d'escorte japonais, tandis que les 4 restants attaqueront le bombardier de Yamamoto. Le plus incroyable, et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui pilotais, c'est qu'on est arrivé à l'heure pile, à la minute près. Et à cet instant précis, le navigateur m'a appelé et m'a dit « Attention, objectif à 11 heures au-dessus de toi ». Mitchell aperçoit alors 2 bombardiers escortés par 6 chasseurs Zéro. L'effet de surprise est total. Kenji Yanagiya, un des pilotes qui escortait Yamamoto, se souvient. En regardant en dessous, je me suis rendu compte que 2 P-38 en formation d'attaque avaient déjà pris en chasse l'avion de Yamamoto. Rex Barber, un des pilotes de Mitchell, raconte l'attaque. En virant sur l'aile, je me suis retrouvé légèrement sur la gauche d'un bombardier. J'ai commencé à tirer en visant le moteur droit. J'étais à environ une cinquantaine de mètres de lui à ce moment-là. Son moteur droit s'est mis à fumer énormément. Je me suis rendu compte que de la fumée s'échappait d'un côté du bombardier de l'amiral et qu'il perdait de l'altitude à toute vitesse.
l'avion de Yamamoto s'écrase dans la jungle de Bougainville. Kenji Yanagiya, comme tous les autres pilotes de l'escorte, se sent profondément humilié. On lui ordonne de ne pas parler de l'embuscade. Mais la nouvelle de la mort de Yamamoto ne tarde pas à atteindre le Japon, l'enveloppant d'une ombre pâle. Même après la mort de Yamamoto, les Japonais continueront d'utiliser leur code secret JN-25 et les services de renseignement américains de lire à livre ouvert les communications top secrètes de l'ennemi. Le travail de Joe Rochefort et de son équipe de la station Hippo aura permis d'épargner des milliers de vies américaines et d'écourter la guerre. Mais il faudra attendre plus de 40 ans avant qu'ils ne reçoivent la fameuse médaille pour service rendu. En 1985, après sa mort, on la remettra à sa famille. Cet officier, au franc-parler, réputé pour son manque de patience, sera enfin honoré comme celui qui vainquit le samouraï des mers. Mai 1942. Après son triomphe à Pearl Harbor, l'amiral japonais Yamamoto prépare sa prochaine offensive. Pendant ce temps, les services de renseignement américains travaillent 24 heures sur 24 pour découvrir où et quand vont frapper les Japonais. Les décrypteurs vont jouer un rôle clé dans la bataille navale qui s'annonce et qui marqua sans aucun doute le tournant de la guerre du Pacifique. À l'intérieur de ce bâtiment top secret, baptisé Station Hippo, s'active une formidable équipe de décrypteurs. Ils tentent de déchiffrer les messages codés de la marine japonaise. Les Américains savent que l'amiral Yamamoto est quelque part dans l'océan Pacifique, prêt à frapper une nouvelle fois. Mais où et quand ? Pearl Harbor, 1942. Alors que les ruines des navires de combat fument encore et que l'Amérique en deuil compte ses morts, la flotte du Pacifique, gravement affaiblie, redoute le prochain assaut de l'ennemi. Yamamoto est l'incarnation même des qualités légendaires du samouraï. Loyauté, sens de l'honneur, courage. C'est un héros militaire, le plus vénéré de Japon, et un fin stratège. Il sait que le Japon doit frapper vite et fort avant que l'Amérique ait le temps de se ressaisir et de mobiliser son énorme puissance.